Bonjour, je suis Jean-Marc Perfit, je suis le réalisateur du Tigre et le Président. Ah, le pitch du film, je ne suis pas très bon en pitch, mais le pitch du film, c'est de raconter l'histoire du plus petit, du plus court et du plus insignifiant septennat, enfin mandat de président de la République de l'histoire de France, et pourtant qui, à mon avis, était sans doute un des plus intéressants. Alors, ce président, c'est Paul Deschanel. Oui. Qu'est-ce qui vous fascine chez lui au point d'avoir d'abord fait un court-métrage sur le sujet avant d'en faire votre premier long-métrage? Le court-métrage s'intitulant Le président et le garde-chasse. Le garde-barrière, Le pardon. garde-barrière, tout à Le fait. garde-barrière. Euh, Ouais, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour les personnages en avance sur leur temps et qui n'ont pas réussi à accomplir leurs rêves au moment où ils les ont eus, même s'ils avaient été président de la République. Et je trouve que c'est des personnages très modernes qui parlent d'époque en époque, un peu de notre société. Et je trouvais que c'était un personnage qui n'avait pas été traité, qui en plus avait subi beaucoup les moqueries et c'était aussi l'objet de faire une sorte de réhabilitation de ce personnage et parler peut-être des plus faibles, de ceux qui ne restent pas dans l'histoire parce que c'est pas eux qui l'écrivent. J'ai eu la chance d'être épaulé par Marc Sirigas, qui est un formidable scénariste et qui m'a écouté à un moment où j'avais fait beaucoup de recherches. J'avais lu les 3 biographies qui existent de Paul Deschanel, c'est amusant parce que c'est très différent et souvent du même événement. Elles ont trois versions totalement différentes, notamment pour la chute du train, qui malheureusement est la chose pour laquelle le président Deschanel est resté dans l'histoire. Donc, c'était amusant de voir à quel point déjà c'était un président qui avait excité l'imagination des gens. Et du coup, c'était intéressant de se poser les questions. Donc, j'avais lu ces trois biographies. J'avais aussi été en contact avec Gérard Mihret, qui est un psychanalyste qui avait fait sa thèse sur Paul Deschanel et qui apporte la petite originalité du scénario, c'est-à-dire ce médicament, le Véronal, que Deschanel a pris et qui était vraiment la première molécule de barbiturique qui était uniquement soluble dans l'alcool et qui lui faisait enfin, des effets. Et il n'a jamais remis en cause le médicament parce que ça lui apportait quand même un petit quelque chose, ça lui permet de retrouver un peu le sommeil, de se calmer un peu. Et ça a complètement porté l'estocade à toutes ses ambitions. Et voilà. Et après, j'ai eu aussi le bonheur de lire tous les discours qu'il avait fait, même quand il était président de la Chambre. Il y avait presque 6 000 pages de discours où j'ai pu prendre toutes les d'un type, et c'est pour ça que je suis vraiment très fier que le Festival d'Angoulême ait sélectionné le film et pris le film parce que il y a un truc sur la langue, Paul Deschanel était de l'Académie française, il disait que les mots avaient une importance et je trouve que c'est quelque chose qu'on a perdu aussi dans la politique actuelle. Donc il y avait plein de raisons comme ça. C'est qu'à quel point il était d'actualité. J'ai trouvé alors que en m'intéressant un petit peu à tout ce qui était la fin de la Première Guerre mondiale, des actualités de l'époque, même les journaux satiriques, les choses comme ça, je m'apercevais que tout était un petit peu daté. Et lui, il était il était vraiment d'actualité et je trouvais que toutes ces thématiques sur le vote des femmes, sur l'abolition de la peine de mort, sur son programme social avec un, un revenu minimum pour tous les Français, enfin des choses qui paraissaient tellement anachroniques. Et je me suis dit, tiens, c'est incroyable que un tel personnage coupé de sa vraie temporalité se trouve en 1920 et ça devenait un vrai sujet de comédie avec du drame aussi, et au fur et à mesure, c'est ça qui est absolument génial quand on cherche un sujet, on commence à chercher des éléments dans les biographies, dans les choses, et plus on cherche, plus on trouve. Et j'ai trouvé cette histoire fabuleuse. Alors, Paul Deschanel, c'est un versant enfin, c'est le personnage central du film, mais pour tout Amadeus, il faut un Salieri, et là, votre Salieri, bah, c'est Georges Clemenceau.
Oui. C'est lui le méchant de l'histoire, alors que dans l'histoire, cette fois avec un grand H, c'est lui le héros. Est-ce que ça avait quelque chose de truculent pour vous à l'écriture de justement de montrer tous les travers de la politique politicienne au travers de Georges Clemenceau? Oui, tout à fait. Ça a été un plaisir fou d'écrire aussi sur un personnage comme Georges Clemenceau, qui avait une langue très particulière, qui avait toujours une manière de parler très acerbe, avec des phrases lapidaires, très très courtes, complètement à l'inverse de Paul Deschanel, qui était beaucoup plus dans l'emphase et dans des choses poétiques. Lui, c'était la virilité, c'était la force, surtout sur la fin de sa carrière qu'on traite à ce moment-là. Georges Clemenceau a été un personnage très important de la politique française. Il a eu cette petite coquetterie de vouloir devenir président de la République après avoir tout gagné, y compris la Première Guerre mondiale, après avoir fait le traité de Versailles tel qu'il le souhaitait. Il a voulu être président de la République et il a eu cette blessure d'orgueil d'avoir été battu par cet insignifiant Deschanel. Et là, la colère s'est révélée et du coup, ça nous faisait un antagoniste formidable. Et quand André Dussolier a accepté de le faire, je peux vous dire que j'étais heureux parce que je me disais, voilà un antagoniste qui va être formidable. C'était trop dommage d'en rester uniquement aux faits historiques. Et puis pour rendre hommage à un personnage comme Deschanel, qui au final n'a quand même objectivement rien fait, à part, à part faire des discours que personne n'a écoutés, je trouvais qu'on touchait un petit peu à la poésie. Et pour moi, quand on traite de poésie, je pense qu'il faut prendre ce décalage pour pouvoir vraiment la voir dans le cadre. Et comme vous le dites, on a pu se permettre, parce que Jacques Gamblin aussi, qui est un acteur corporel qui permet ouais, voilà, qui a cette dimension corporelle dans son jeu et ça permet d'avoir cette grâce et ce décalage qui en plus était sur le cinéma de l'époque. On avait fait des recherches, Paul Deschanel adorait Buster Keaton, enfin il y avait plein de choses qui se mélangeaient et je trouvais voilà, il fallait que tout rentre un petit peu dans la mise en scène du film et pour apporter cette poésie, ce décalage. Moi, je cherchais un petit peu ce rapport, sans dire que les acteurs incarnent forcément avec beaucoup d'eux leur personnage, mais je cherchais quelqu'un qui soit un petit peu en marge, quelqu'un qui soit un petit peu différent et qui ait ce rapport au corps aussi. Ça me paraissait quelque chose d'important. Et je l'avais vu sur scène à Jacques et je m'étais dit, mais oui, on lui rajoute une moustache et c'est absolument Deschanel. Il a cette force quichotesque de vouloir un avenir plus beau que ce qu'on a maintenant. Il est tout le temps incarné, il est hyper passionné, il a une force et voilà. Et je trouvais que pour que le personnage de Deschanel ne soit pas ridicule comme l'histoire l'a gardé, il fallait quelqu'un de ce niveau-là de poésie. C'est amusant que vous disiez ça parce que l'autre incarnation de Paul Deschanel, non pas au cinéma mais à la télévision, c'est Jean-Pierre Cassel qui lui-même était quand même, enfin, voilà, il savait bouger avec son corps lui aussi. Et c'est amusant que vous ayez ce même rapport au personnage. Oui, tout à fait, oui. Mais c'est cette élégance. Je trouve que oui, que Jean-Pierre Cassel avait également l'élégance des danseurs, des gens très à l'aise avec leur corps. Et puis moi, je me souviens de l'émotion la première fois où en essai costume, Jacques a mis la queue de pie. Ah, c'était incroyable. Ça donnait beaucoup d'envie de le voir bouger, de le voir dans ces grands salons. Et on s'en est donné à cœur joie. Alors, vous le disiez, c'était un bonheur quand André Dussolier a accepté de jouer Clemenceau. Pourquoi lui et comment ça s'est passé la première fois où vous l'avez vu avec cette énorme moustache? Oh, j'ai pas résisté j'ai assisté à toutes les étapes de fabrication du faux crâne et de la moustache pour voir toutes les étapes de la construction du personnage. André a été vraiment chouette parce que c'est mon premier film. Il aurait pu, en plus, avec un personnage aussi imposant et aussi dominateur, il aurait pu avoir un comportement qui est un peu plus à me diriger qu'autre chose. Et j'ai trouvé que c'était il a été
hyper à l'écoute. On a travaillé ensemble le texte jusqu'à la moindre virgule. Il a été d'une précision. Et quand il est arrivé sur le plateau, c'était j'ai beaucoup appris au contact des deux acteurs principaux. Et André m'a donné des leçons de dialogue et de choses comme ça. C'était super. Et pardon, je n'ai pas complètement répondu à votre question. Et oui, la construction d'un personnage comme Clémenceau, lui, il en avait terriblement envie. La première fois, quand j'étais allé le voir à la sortie du théâtre, et il avait eu la gentillesse de me recevoir, une telle sympathie pour moi immédiatement. Et on a parlé du rôle, et 10 jours après, il nous donnait son accord, et tout était lancé. Ouais, ça a été chouette. Ah bah Patrick c'est un super compagnon. C'est quelqu'un oui, c'est quelqu'un de très fidèle et avec un talent fou, parce que c'était pas facile de jouer ce personnage, un espèce de personnage un peu populaire qui avait cette sorte de complexe de classe qui n'arrivait pas. Enfin, c'était plus fort pour lui. C'était impossible pour lui d'imaginer qu'il pouvait avoir vraiment le président de la République. Donc, il pouvait lui dire, il aurait pu lui dire 150 fois, il ne pouvait pas le concevoir. Et il le joue avec une vérité. Et il est pour beaucoup parce que c'est important, de réussir ce petit moment aux trois quarts du film, qu'on ait vraiment envie d'être avec eux, et que ce soit des gens qui ont une douleur complètement tue à l'intérieur d'eux-mêmes, et qui n'en parlent pas, et que ça transparaisse quand même. Et on avait très peu de temps pour le faire, et les acteurs ont été super pour ça. On a déjà eu la chance et l'honneur de pouvoir tourner à l'Élysée, et enfin dans les jardins de l'Élysée, pour une des grandes séquences finales. Et ça avait été Madame Brigitte Macron était venue nous voir, et on a eu de la chance vraiment d'être, parce que pour moi c'était un décor extraordinaire, puis avec toute la dimension impalpable que ça peut avoir. Enfin, sans livrer des moments clés de la fin du film. Donc Paul Deschanel court après son discours qui est en train de s'envoler en petite tenue, et je me souviendrai longtemps, je pense, du moment où il a fallu que j'explique ça aux gens de la sécurité qui étaient bardés de flingues et de tout ça, avec des masques, et je leur disais, bon, ben voilà, il court de là à là, et tout le monde se demandait, mais qui a autorisé ça? En fait, la République est quand même formidable. On a réussi à faire ce film au milieu des ors de la République. Il y a des gens qui m'ont parlé, faut pas abattre les statues, faut pas être à ce point-là. Moi, je suis dans quelque chose d'assez pacifique, et je trouve que Paul Deschanel est un type qui mérite beaucoup mieux que le ridicule dont on l'a affublé jusqu'ici. Et voilà, et si ce film peut contribuer à lui rendre hommage, et rendre hommage aussi aux personnes plus largement qui ont loupé leur rencontre avec l'histoire, je trouve que ça serait déjà bien suffisant.